Buongiorno tifosi, comment allez-vous? Eh ben ça fait déjà 2 3 jours que j'ai pas fait des vidéos. Je m'en excuse, mais en ce moment mon travail me prend énormément de temps, ce qui est normal, parce qu'il faut quand même mettre le pain sur la table. Eh bien aujourd'hui on va parler de la conférence de presse de Massimiliano Allegri. Non, c'est de l'autre côté. Et puis, ben, j'espère pouvoir vous faire rapidement une vidéo mercato parce que ça commence sérieusement à bouger. Côté mercato, il y a beaucoup de bruit de couloir, l'un après l'autre, vraiment un mitraillette qui arrive en ce moment parce que c'est là que ça se passe. L'attaquant, il doit pas arriver le 15 ni le 30 janvier, il doit arriver le 1er janvier, il finit de manger son panettone et il court à la Continas parce qu'on a besoin tout de suite avec un mois de janvier de feu. Mais d'abord, on doit finir l'année 2021 et ce que je vous propose, c'est de comprendre ensemble ce qu'il nous raconte aujourd'hui Massimiliano Allegri en vue du match contre le Bologne. Donc, il commence déjà en faisant les compliments aux Juventus Women qui ont conquéri le quatrième de finale en Champions League. Et donc, il tire une ligne sur l'année. Il dit en gros, cette année, en Champions League, nous, les men, les women et les young, comment on dit, le printemps, en fait, on a été très bien. Sauf que nous, on est un peu en retard. Il utilise un euphémisme, Massimiliano Allegri, un peu en retard en championnat. On va essayer de rattraper ce qu'on peut rattraper. Et après, il commence déjà à nous parler des gens, des joueurs qui sont encore infortunés. Donc, Chiesa et Danilo ont repris à s'entraîner en groupe, mais ne vous attendez pas à les voir sur la pelouse avant janvier. Ça sera obligatoirement à la rentrée. Parce que là, ils sont en phase de réathlétisation. Les muscles se sont un peu relâchés. Il faut remettre tout ça bien comme c'était avant. Et puis, ben, Dybala, il ne sera pas risqué contre le Bologne ou contre le Cagliari, vu le mois de janvier qui nous attend. Même si moi, je commence à avoir un petit arrière-goût avec toutes ces blessures de Dybala. Je me dis, je suis peut-être mauvaise langue, mais est-ce que le contrat n'y est pas pour quelque chose? Peut-être qu'après la signature, il y aura plus de blessures. Dans ce cas-là, je serai le premier à être content, mais j'aurai toujours le doute. Est-ce que ces blessures de Dybala sont pas ou dues ou pas à une situation contractuelle qu'aujourd'hui n'est pas aux normes? Et voilà, j'espère que non. Et Chiellini ne sera pas non plus du match a priori parce que ben, les problèmes habituels d'âge qui avance, les petites blessures d'un temps de guerre qui se font sentir. Non, j'extrémise. Et dans la question suivante, on lui repose la question, est-ce que la présence de Dybala, ça va consolider votre 4-2-3-1 que vous utilisez depuis quelques matchs? Et s'il est absent, est-ce que Kulusevski ne pourrait pas prendre sa place? Puisque Massimiliano Allegri nous avait dit qu'il voyait Kulusevski dans la même case tactique que Dybala, donc comme son remplaçant. Et là, en parlant de Dybala, il nous fait des pauses très souvent dans sa façon de parler, c'est un peu bizarre, il fait rarement ça. Ce qui me laisse entendre qu'il y a quand même, que mon intuition est peut-être la bonne, peut-être qu'il y a des problématiques liées au contrat derrière l'absence de Dybala, mais là, je suis totalement dans l'improvisation, j'essaie d'un peu de voir la façon dont il parle et il me donne cette impression. Quant à Kulusevski, il n'a pas les 90 minutes dans les jambes puisqu'il s'est fait opérer des dents et en fait il n'aurait mangé que des choses liquides pendant la dernière semaine, il a perdu un peu de poids donc il y a aussi une petite phase de réathlétisation en ce qui concerne Kulusevski. Ensuite, on lui pose la question, qu'est-ce que direz-vous à l'équipe pour les rebooster dans leur morale, pour les motiver par rapport à ces surprises de Pâques qui arrivent. Donc, il avait fait référence à ça, Allegri, dans une des conférences passées. Il avait dit, tu travailles bien et après, il y a des surprises de Pâques comme ça qui arrivent, notamment, par exemple, le match nul avec la Venise. Donc, on lui pose la question à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ces surprises de Pâques? Et là, en gros, il nous dit, ben, peut-être que demain, il y aura une belle surprise de Pâques. J'espère qu'il parle pas juste de chance, mais qu'il a effectivement testé sur les terrains des choses. D'ailleurs, plusieurs journalistes ont pu assister à un entraînement cette semaine. Apparemment, il y aurait eu un focus particulier sur la mise en situation de l'attaque.
Donc, comment créer d'occasions, mais aussi beaucoup comment les finaliser. Et apparemment, les mêmes problèmes qu'on voit sur la pelouse se seraient répercutés aussi en phase d'entraînement. Apparemment, il rate autant d'occasions en entraînement que dans les vrais matchs. Mais c'est en pratiquant, en répétant toujours les mêmes gestes, les mêmes choses qu'on se perfectionne. Et je pense que Massimiliano Allegri est en train de marteler là-dessus pour qu'on arrive mieux à finaliser. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans sa réponse. On a peu finalisé par rapport à toutes les occasions créées et on est en train de travailler là-dessus. Par contre, il utilise toujours la carotte plutôt que le bâton. Donc, il n'est pas là pour motiver en engueulant ses joueurs, mais en leur disant il y a un chemin à faire et on va le faire petit pas par petit pas. J'espère pas beaucoup de petits pas à Massimiliano encore parce que là, si on se bouge pas, on va pas avoir la 4e place. Je vous disais dans la précédente vidéo que en gros, il faut qu'on fasse au moins 54, vaut mieux 56 points au retour. En fait, on peut juste perdre 2 matchs et faire un match nul. Compliqué, compliqué. Il me fait marrer, on lui pose la question qui jouera en attaque parce qu'on a vu pendant l'entraînement ouvert au public qu'il a essayé Morata et Ken ensemble et il te dit mais peut-être aussi Morata et Caio parce que Caio à Venise a disputé un bon match. Alors oui, il a 19 ans, oui, il faut donner du temps aux jeunes, mais franchement c'était un match anonyme. Moi j'en attendais beaucoup plus de Caio par rapport à ce qu'il a fait sur le terrain. Et c'est un bon gars. Je l'ai rencontré quand j'étais à la Cortina. Mais dire qu'il a fait un bon match, toujours la carotte. La carotte, la carotte, Massimiliano Allegri. Mais pas dans le sens français. Hein. Dans le sens la carotte, c'est incentivé par des ondes positives que plutôt le bâton qui essaie de battre les joueurs qui se comportent mal. Et en tout cas, il nous fait aussi une passe sur le milieu de terrain, parce qu'on lui pose aussi la question de Locatelli, est-ce qu'il va jouer? Et il répond que Locatelli, il y a eu un petit problème, mais il pourrait être notamment de la partie. Par contre, Rabiot est là, Betancourt est là, et Arthur, qui n'avait pas pris parti au dernier match contre le Venezia, va être aussi disponible parce qu'apparemment il est arrivé toujours à temps cette semaine aux entraînements. Qu'est-ce qui lui fait peur à Massimiliano Allegri de Bologne? C'est la question qu'il lui pose Giovanni Albanese. Et il nous donne en somme une analyse très lucide, je trouve. C'est une équipe qui marque beaucoup dans les deuxièmes mi-temps, ce qui veut dire qu'ils ont une bonne condition athlétique parce qu'ils arrivent aussi frais en deuxième mi-temps qu'ils le sont dans la première. Et comme les adversaires baissent, eux, ils en profitent. Ils ont pris que un but sur coup de pied arrêté, donc corner, coup franc à proximité de la surface. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui travaille beaucoup sur l'organisation. Tout le monde sait quoi faire, une équipe très organisée. Et que donc jouer à Bologne n'est pas chose aisée, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne organisation et puis c'est une équipe solide, surtout quand ils sont à domicile. On lui pose aussi la question comment Alexandre vit cette remise en question par rapport à la naissance de Pellegrini en tant qu'enfant joueur digne de la Serie A. Et apparemment, il est serein, Alexandre. Il est aussi conscient qu'il a beaucoup joué ces derniers temps, donc il peut enfin respirer. Et il n'a pas encore décidé qu'il jouera demain. Et là, pareil, hein, il essaie de ne pas démotiver ni Alexandre, ni à la fois Pellegrini, et de faire comprendre qu'en gros, vu qu'il y a beaucoup de matchs, tout le monde reste important sur la longue durée. On lui pose la question aussi de savoir s'il attend du mercato de janvier une résolution de la problématique de marquer plus de buts. Et là, il nous dit clairement que déjà, c'est pas son taf, que ça sera des choix plutôt faits par la dirigeance, mais en consultation avec lui. Donc déjà là, il renie le rôle qu'un peu la presse lui avait donné en début, quand on disait ça va être le prochain Sir Alex Ferguson de la Juventus, c'est-à-dire en gros il va tout décider, la partie technique, la partie managériale, la partie mercato, et donc là il renie déjà ça. Et en plus il dit qu'à son avis il faut plus travailler sur les joueurs qu'on a, parce que c'est pas le marché de janvier qui va changer la donne, notamment vis-à-vis du fait qu'on ne marque pas beaucoup. En gros, à mon avis, là, il essaie d'un peu mettre les mains en avant pour nous dire qu'il ne se passera rien de grandiose en janvier. Chose que malheureusement on savait déjà, donc il faut oublier les Vlahovic, les Tchouaméni,
mais peut-être à la limite un Zakaria et un Icardi ou un Cavani ou un, j'en sais rien, quelqu'un de low cost, voilà, mais pas les placer tout de suite les gros coups qui peuvent te redresser la saison. Je trouve ça dommage. Honnêtement, pour moi, je sais qu'il y a des problématiques économiques, mais quitte à faire des formules comme celle de Chiesa, il faudrait prendre un profil de l'Acabie de Vlahovic, au moins, parce que sinon, ça va rien résoudre. Ensuite, Fabiana Della Valle rate un peu sa question parce que Massimiliano il tourne autour, demande si Quadrato peut jouer en avant ou en arrière. Et il dit il peut jouer dans les deux. Super, réponse illuminante de Massimiliano Allegri. Après, on lui demande est-ce qu'il voit une lumière au bout du tunnel. Là, il répond qu'en gros, la Juventus a perdu, a fait que 2 points sur 15 avec, pardon, avec des adversaires de l'Acabie, avec tout le respect de Empoli, Venezia, Udinese, Sassuolo, et que donc c'est trop peu, et que c'est là qu'il faut améliorer parce qu'il faut aller gagner ces matchs-là. Ça se fait pas en un jour, il nous dit. C'est ça la lumière qu'il voit au bout du tunnel. En fait, il nous dit que le tunnel, pour lui, il le voit long. Et c'est un problème si on veut arriver à la 4e place, si on a encore besoin de parcourir un long chemin pour avoir une stabilité et faire les points que la Juventus doit impérativement faire. Devinez quoi? Ramsey, roulement de tambour, n'a pas récupéré. Logique. Je souris parce que j'ai déjà entendu la fin de la réponse d'Allegri, mais bon, je vais partir dès le début. En gros, il nous dit, enfin, on lui demande, comment vous voyez la projection des autres équipes? Parce qu'on a l'impression que quand vous nous racontez semaine après semaine la situation de la Juventus, on a l'impression qu'elle fait la course plus sur elle-même que sur les autres. Donc vraiment une Juventus qui est sa première adversaire à battre en termes vraiment motivationnels. Et Allegri nous dit que ben il y a du positif quand même, parce qu'on a repris quelques points, je crois 8 points en Napoli, on était à plus 14, maintenant ils étaient à plus 14, maintenant ils sont à plus 6, 8, je sais plus. Mais en tout cas, oui, vous savez, je sais plus parce que j'arrête même de regarder parce que ça me cause vraiment des boules là de voir la Juventus aussi bas dans le classement. Mais dans tous les cas, ce qu'il propose, sa démarche, c'est vraiment de suivre match par match et maintenant ne regarder que Bologne et Cagliari le prochain. On tirera un trait à ce moment-là à la fin du pool d'aller et puis on a 2 mois pour lui et je suis assez d'accord avec lui, vraiment de feu entre janvier et février qui nous diront en fait là où en sera cette Juventus parce qu'on a trois rencontre avec nos directs adversaires dans ces mois-ci. Donc là, à ce moment-là, on en sera un peu plus sur les réelles ambitions de cette Juventus et si le rêve Champions League, parce que maintenant on parle de rêve Champions League pour la Juventus, oui, est définitivement brisé ou si on peut encore espérer. En tout cas, comme je vous disais, le mercato, à mon sens, soit on fait rien et on capitalise sur ce qu'on a, et ça peut être une double stratégie qui nous mène, soit si on arrive à gagner la Champions League quand même avec cette équipe, à espérer pouvoir nettement s'améliorer l'année prochaine avec la rentrée de joueurs, cette fois de taille, parce qu'on aura les sous, les 80 millions de la recapitalisation, on aura les rentrées d'argent par rapport aux tickets vendus, on aura les sous gagnés éventuellement si on arrive encore plus à avancer dans la Champions League. En ce moment, on a gagné à peu près 79 millions grâce à cette année de Champions League. Donc vous voyez, pour une équipe de l'Académie de la Juventus, combien est important la participation à la Champions League? Parce que rien qu'en passant à la phase successive, au 8e de finale, rien que ça, pour la Juventus, ça vaut 80 millions. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, avec ça, on peut acheter un Vlahovic. Si on gagne la Champions League, on peut acheter un Vlahovic. Non, ne disons pas de choses qui ne sont pas de ce monde. Mais vous voyez ce que je veux dire. La Champions League, elle est capitale pour une équipe comme la Juventus. Et c'est pour ça qu'on a créé la Super Liga. C'est pour donner plus de stabilité
aux grandes équipes. Les grandes équipes aujourd'hui sont dans un marché où elles sont obligées d'investir. Et investir, ça veut dire prendre des risques sans pour autant l'assurance de rester dans un monde qui est la Champions League, qui leur apporte de quoi se substanter, c'est-à-dire ces 80 millions par exemple. Si l'année prochaine, la Juventus ne va pas en Champions League, elle aura investi, par exemple Chiesa, par exemple le renouvellement de Dybala, sans pour autant bénéficier de ces entrées que la Champions League lui aurait garanties. Donc l'idée derrière la Super League, autant elle était mauvaise d'un côté vraiment méritocratie parce qu'il y avait trop peu d'équipes variables par rapport aux équipes fixes qui étaient 12. Il y avait trop peu d'équipes variables. À mon sens, un schéma du genre 50% fixe et 50% variable pourrait être plus méritocrate. Mais l'idée derrière la Super League, c'était vraiment pour garantir au club une mineure prise des risques. Parce qu'en ce moment, c'est les clubs qui assument tous les risques d'investir sur des joueurs et la UEFA ne fait que organiser les tournements, prendre de l'argent, parce que quand même si à la Juventus, ils donnent 80 millions et 80 millions au Manchester United et 80 millions à MCI, mais derrière, ne vous inquiétez pas que ça, c'est les miettes. C'est les miettes que la UEFA récolte. Bref, on ne va pas rentrer dans le discours Super League. Si vous voulez, dans ma chaîne, vous trouvez une vidéo qui date environ de mars-avril de l'année dernière, quand le cas a explosé, où j'explique assez bien quelles ont été les raisons derrière cette Super League. Et de toute façon, ici sur la chaîne, on en parle assez souvent. Donc, si vous êtes nouvel arrivant, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne. L'inscription ne suffit pas. Je vous conseille aussi de cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous êtes mis au courant quand je poste une nouvelle vidéo. J'en fais souvent des analyses post-match, à chaud. Plus rarement, mais j'aimerais vraiment reprendre cette belle initiative. Je fais des analyses tactiques des matchs avec des données à la main. Des indices comme le PPDA, l'OPPDA, les tirs cadrés, les expected goals, c'est très intéressant. Maintenant, il y a une nouvelle statistique qui est sortie, c'est l'expected threat. Donc, c'est un peu l'inverse de l'expected goals. Donc, c'est très intéressant d'analyser tout ça avec vous. Et puis, je vous invite toujours à liker, commenter, parce que c'est grâce à vous qu'on grandit en tant que chaîne. Aujourd'hui, vous êtes 105. C'est 5 en plus de la dernière fois qui était à 100. Donc, vous voyez, il y a des gens qui s'inscrivent, même si la cadence de mes vidéos n'est pas journalière, parce que je ne peux pas dédier tout mon temps à ça, mais ça me fait tout le temps plaisir quand il y a un commentaire, quand il y a un like, et quand je vois surtout que vous interagissez avec moi, avec le contenu que je vous poste, mais ça me fait encore plus plaisir, et c'est arrivé de vous voir interagir entre vous, notamment les gens sur mes posts Facebook qui discutent entre eux. C'est hyper enrichissant, je me dis que je crée un lien entre les gens, et ça n'a pas de prix. Et c'est grâce à vous, je vous en remercie, et continuez comme ça, likez, commentez, que ce soit ici ou sur Facebook, et inscrivez-vous à la chaîne. Voilà, je vous dis à demain. Analyse post-match de Bologne-Juventus. Je serai là, je vous la ferai. Et puis, j'espère bientôt pouvoir vous parler de Mercato. Parce que, comme dit, c'est maintenant. Aujourd'hui, on est le 17 décembre. C'est maintenant qu'ils sont prises les décisions pour la Juventus de janvier. Parce que, comme dit, l'attaquant ou le milieu de terrain, il n'arrivera pas le 15 ou le 30 janvier à fin de mercato, il arrivera au début parce qu'on a un mois de janvier de folie, les gars. Je vous remercie, je vous embrasse. À demain, fino alla fine. Forza Juventus. Ciao, les gars.